Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue pour ce nouveau webinaire proposé par Sofaxis. Donc, sur ce webinaire, nous allons parler du pilotage de l'absentéisme par une politique de contrôle médical. Donc, pour ce faire, je suis accompagné de Christelle Martin, qui est directrice de notre service, de nos services gestion. Bonjour. Également de Ophélie Mathieu, qui est responsable du contrôle médical. Bonjour. Et Raphaël Barthes, qui est directeur adjoint de la gestion. Bonjour. Donc, ce webinaire, je vous ai proposé, donc moi, je ne me suis pas présenté, pardon, Régis Douot. Donc, moi, je suis responsable management des risques des services RH et donc je m'occupe de l'ensemble des services qui vous sont proposés dans le cadre de vos contrats ou autres. Donc, eh bien, pour présenter juste un petit mot d'introduction pour présenter Sofaxis, Sofaxis qui est une société du groupe Reliance et qui est spécialisée dans la protection sociale et le management des risques RH depuis 35 ans maintenant auprès des acteurs territoriaux. Et c'est dans ce cadre-là qu'on vous propose un certain nombre de services et on vous propose aujourd'hui d'échanger plus particulièrement sur comment mettre en place une politique de contrôle médical. Donc, nous sommes sur un environnement de webinaire, donc je pense que pour une grande partie d'entre vous, ce n'est pas nouveau. Malgré tout, je vous rappelle quelques petites consignes. Tout d'abord, vous pouvez nous interpeller si vous avez des difficultés de connexion, des difficultés de micro dans la partie chat. Et vous avez Audrey Berger qui n'est pas présente à l'écran, mais qui sera là pour vous accompagner dans la navigation. Et puis, vous pouvez aussi nous poser des questions dans la partie questions et on répondra, on se gardera un temps en fin de webinaire pour répondre aux questions. Et si éventuellement on n'a pas pu répondre à toutes les questions, eh bien, on y répondra sur un mail qui vous sera envoyé avec le replay de ce webinaire. Donc, je vous propose de commencer ce webinaire. Donc, on va aborder 4 choses, plus particulièrement. Comment est-ce qu'on met en place une politique de contre-visite? Quand déclencher une expertise plus particulièrement? Comment on va réduire le coût d'un arrêt via le recours? Et puis, clôturer les événements, quels sont les bénéfices à cette action? Donc, je vais laisser la parole à Ophélie Mathieu qui va entamer les échanges avec vous. Merci Régis. Donc je vais vous partager un support visuel pour que ce soit plus simple pour vous de suivre la présentation. Hop, voilà. Donc, je vais vous présenter donc, en ce qui me concerne la politique de contrôle médical et l'expertise médicale, puisque comme vous le savez, ce sont 2 éléments qui peuvent vous permettre d'agir sur la réduction de votre absentéisme. Donc, la contre-visite et l'expertise, comme beaucoup d'entre vous le savent et le pratiquent peut-être déjà, ce sont 2 examens qui sont totalement différents, qui ont des objectifs différents, mais qui peuvent se compléter et qui peuvent être utilisés en parallèle l'un de l'autre. Donc, pour commencer, une petite présentation, quelques chiffres. L'année dernière, Sofaxis a réalisé 13 000 expertises et 4 000 contre-visites en une année. Donc, pour cela, ce sont 23 collaborateurs qui travaillent tous les jours et qui vous accompagnent dans la réalisation et la gestion de vos dossiers. Nous avons également 3 médecins conseils qui sont garants du respect du secret médical et qui nous aident sur les dossiers atypiques et complexes, qui peuvent également venir vous conseiller. Et puis, nous avons donc des locaux et des outils qui sont sécurisés. Donc, nous travaillons dans une bulle de confidentialité pour assurer le respect de la confidentialité des données. Un petit mot sur notre réseau médecin. Donc, nous travaillons avec un réseau de 2400 médecins, donc évidemment agréés par les agences régionales de santé de chacun de vos départements. Donc, pour faire vivre ce réseau, nous mettons à jour les listes des agences régionales de santé chaque année. Nous prospectons les médecins qui rentrent dans ces listes. Donc, tous les ans, nous les contactons pour leur demander d'intégrer notre réseau.
Nous évaluons leur respect des engagements auprès de Sofaxis et évidemment auprès de vous en termes de qualité de travail et aussi de délai de rendu, puisqu'on leur demande de retourner leurs conclusions rapidement pour vous donner la possibilité d'agir immédiatement auprès de vos agents. Et puis, nous les informons évidemment des évolutions réglementaires au fil de l'eau, puisque les derniers mois ont été remplis de nouveaux décrets. Donc, nous faisons notre possible pour les former et les informer sur ces évolutions pour que leurs conclusions soient toujours statutaires, conformes et que vous puissiez les exploiter. Donc, en premier lieu, l'objectif de la contre-visite est simple. Il s'agit de vérifier la justification médicale de l'arrêt au jour du contrôle et de vous permettre de réagir rapidement si toutefois le médecin rend un avis de reprise anticipée le jour de son examen. Vous pouvez l'organiser sur les risques maladies ordinaires ou accidents du travail. Et donc, le médecin ne revient pas sur l'antériorité de l'arrêt positionné, mais par contre, peut mettre fin à un arrêt prescrit, donc le jour de son examen. Ce sera ensuite à vous de prévenir votre agent de reprendre son travail, donc suite aux conclusions de la contre-visite. Donc, notre mission en ce qui concerne l'organisation de la contre-visite, c'est de prendre en charge votre demande dès qu'elle arrive dans notre service, puisqu'en règle générale, on est quand même sur des arrêts de courte durée, donc il est important de réagir immédiatement. Donc, un médecin est mandaté dès que la demande arrive. Nous convoquons votre agent si toutefois la contre-visite a lieu au cabinet médical. Je vous rappelle simplement que par jurisprudence, les agents ne sont pas soumis aux horaires de sortie autorisés. Donc, si vous faites une demande de contre-visite à domicile et si l'agent est absent, vous n'avez pas de moyen de sanction derrière. Donc, nous, on vous conseille par mesure d'efficacité, de convoquer directement l'agent au cabinet médical. Le jour du contrôle, on vous transmet donc les conclusions du contrôle, donc sur un avis de contre-visite sur lequel il n'y a aucune donnée médicale, et on vous conseille sur les démarches à suivre, les suites à donner. Donc, on tient à votre disposition des lettres types qui sont adaptées à chaque résultat. Donc, si votre agent doit reprendre son travail, s'il ne s'est pas présenté à cet examen qui est obligatoire, donc vous pouvez tout à fait lui demander de se justifier de cette absence. Donc, on vous accompagne, on vous conseille tout au long de la mise en place en fait de l'examen. Pour améliorer, pour optimiser en fait la contre-visite médicale, il est important de pouvoir mettre en place une politique de contre-visite médicale au sein de votre structure. Donc, pour l'adapter vraiment au contexte de votre structure et pour maximiser son efficacité. Donc, tout d'abord, on va s'intéresser à l'analyse de la structure de vos arrêts. Donc, ça va être une réflexion sur la fréquence des arrêts, la durée, la concentration sur certains services, sur certaines fonctions et sur certaines périodes. Donc, vous pouvez faire une comparaison avec les indicateurs de collectivités, établissements similaires, et ensuite adapter, donc avec toutes ces données, adapter une politique donc au contexte de votre structure pour en optimiser l'efficacité. Pour mettre en place la politique de contre-visite médicale, il est important d'avoir l'adhésion de tous les responsables de service et de tous les élus, pour que chacun adhère à la démarche et ensuite mettre en place des critères de mise en place de contre-visite. Donc, vous pouvez mixer ces critères. Donc, soit vous vous dites, je vais mettre en place un contrôle aléatoire sur tous les arrêts de plus de 10 jours, par exemple. Vous pouvez mettre en place des contrôles sur tous les 4 arrêts ou sur les 4 arrêts consécutifs par agent. Vous pouvez mixer ces critères, vous pouvez les mélanger. Rien ne vous empêche de mettre en place des contrôles ciblés en parallèle.
Ce qui est important de faire dans le cadre de cette politique de contrôle médical, une fois que vous avez déterminé les critères, ce sera de communiquer auprès de toute votre structure, de tous vos collaborateurs, communiquer sur la démarche, l'intérêt de cette démarche, pourquoi vous la mettez en place. Voilà, vous pouvez communiquer sur le fait que vous souhaitez agir sur le bien-être au travail, sur la réduction de l'absentéisme pour maintenir une continuité de service et un bien-être au travail, voilà, pour les personnes qui assument les conséquences de ces absences. Ce qui est important pour légitimer une politique de contrôle médical, c'est bien entendu de toujours mettre en place les suites et les sanctions lors des suites, lors des résultats des contre-visites. Si vous avez un arrêt qui n'est plus médicalement justifié, il est important de demander à votre agent de reprendre. Parce que si vous ne donnez pas suite, là, la politique sera complètement décrédibilisée auprès de vos agents et du coup, l'efficacité ne sera plus optimale. Donc, on peut constater, lors de la mise en place de ces politiques de contrôle médical, une dissuasion réelle des personnes qui pourraient être tentées d'abuser de ce droit au congé. C'est une garantie d'équité pour ceux qui respectent leurs obligations et c'est un souci de préserver le bien-être de ceux qui assument les conséquences de l'absence. Donc, en règle générale, on constate à moyen terme une baisse de la fréquence des arrêts et une baisse du nombre d'agents arrêtés. Au niveau de la fréquence des arrêts, on est plutôt sur une baisse de la fréquence des prolongations présentées. Donc, c'est pour ça qu'on est sur une vision à moyen terme de l'efficacité de cette politique. En parallèle de la politique de contre-visite médicale, vous pouvez également utiliser l'outil expertise, qui va être positionné en règle générale sur les accidents du travail, maladies professionnelles, donc sur des sinistres plus longs et donc plus coûteux, donc qui vont pouvoir vous donner une vision de la situation de l'agent et une gestion qui va vous permettre une gestion de l'absentéisme plus efficace au sein de vos services. Donc, lorsque nous recevons une demande d'expertise de votre part, donc nous nous chargeons de mandater un médecin généraliste, un médecin agréé, toujours bien entendu, généraliste ou spécialiste, des réceptions du mandat et du dossier complet. Nous transmettons au médecin expert un ordre de mission personnalisé avec l'historique de l'événement et toutes les questions à lui poser en fonction de la situation du dossier. Nous lui envoyons une convocation, à l'agent une convocation ainsi qu'une annexe pour le remboursement de ses frais de transport et nous gérons le retour des conclusions administratives du médecin expert que nous vérifions avant de vous les envoyer pour bien s'assurer qu'elles sont exploitables de votre côté. Donc, on vous accompagne également dans la gestion du dossier après vos conclusions. Si vous devez, par exemple, passer le dossier au conseil médical, si vous devez faire reprendre votre agent, aménager son poste. Voilà. Donc, on répond à toutes vos questions. Donc, quand déclencher une expertise, il y a plusieurs moments où vous pouvez déclencher une expertise. En règle générale, cela dépend de la durée de vie du sinistre, mais vous pouvez tout à fait mettre en place plusieurs expertises tout au long de la vie du sinistre. Donc, tout d'abord, pour vérifier l'imputabilité médicale initiale, donc au moment où l'événement a été déclaré, si vous détectez une incohérence entre les lésions déclarées et les circonstances de l'accident. Si vous avez un doute sur un état antérieur, vous pouvez également déclencher une expertise dans le cadre d'une rechute ou à l'apparition d'une nouvelle pathologie sur le certificat. L'expertise validerait également la prise en charge des indemnités journalières et des frais médicaux tout au long de la vie du sinistre.
Le médecin expert pourra vous donner également une vision de la durée d'incapacité de l'agent, soit vous communiquer une date de reprise et ses conditions en temps partiel thérapeutique, un aménagement de poste, un reclassement. Je vous précise que l'aménagement de poste devra être validé par le médecin de prévention au moment de la reprise de l'agent. Et évidemment, si il n'y a pas de reprise possible, le médecin vous indiquera une durée d'incapacité approximative qui vous permettra, vous, d'organiser le remplacement de votre agent au sein de votre structure. Et le médecin expert pourra également fixer une date de consolidation ou de guérison sur le dossier. Donc, pour rappel, il n'est pas utile d'attendre une expertise pour que le médecin fixe une date de consolidation ou de guérison. Si l'agent ne présente plus ni arrêt ni soins depuis quelque temps, vous pouvez tout à fait lui demander de fournir un certificat médical final de consolidation ou de guérison par son médecin traitant. Donc, c'est une pièce obligatoire depuis le CITIS. Au niveau de l'exploitation des résultats d'expertise, donc vous avez l'obligation de saisir le conseil médical si le médecin expert préconise un changement de risque ou une reprise, donc afin qu'il puisse entériner la décision. Comme je vous le disais, en cas de reprise, il faudra prévoir une visite auprès du médecin de prévention donc, pour valider les conditions de reprise en cas d'aménagement. Vous avez une obligation également d'envoyer à l'agent une copie des conclusions administratives. Et en ce qui concerne le rapport médical, l'agent peut le demander directement au conseil médical ou son médecin traitant peut en faire la demande au médecin expert. Et moi, je vais m'arrêter là. Donc, du coup, je ne sais pas, Régis, si on fait peut-être tout le monde intervient et puis on verra les questions après. Oui, j'en profite pour redire effectivement qu'on se gardera un temps en fin de réunion pour répondre à un maximum de questions, parce qu'il y a déjà beaucoup de questions qui sont posées. N'hésitez pas à les écrire dans la partie questions pour qu'on les voit bien, qu'elles ne soient pas noyées dans le flux du chat. Et toutes les questions auxquelles on n'aura pas répondu, eh bien, on vous les enverra par écrit dans un mail qui suivra ce webinaire. Merci, Régis. Je laisse la parole à Christelle. Je le son, c'est ça. Avec le son, c'est mieux aussi. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez le support. Si, c'est bon pour tout le monde. Voilà, donc merci en tout cas Ophélie. Je prends la main moi sur la partie du recours contre tiers, donc où on sort un petit peu voilà, de la politique de contrôle, mais le recours contre tiers, c'est de pouvoir aussi vous expliquer quel est l'impact sur les arrêts de travail qui vous sont, on va dire, présentés par vos agents et comment en réduire du coup le coût. Donc sur la diapo suivante. Donc, l'objectif, je vais rappeler parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde, voilà, mais le recours contre tiers, qu'est-ce que c'est et quelle est notre mission voilà, au sein des équipes de Sofexis pour récupérer donc les sinistres et les fonds, en tout cas engagés par les collectivités, mais les compagnies d'assurance aussi. Donc, l'objectif du recours, donc globalement, c'est pouvoir récupérer auprès d'une compagnie d'assurance les sommes restées donc à la charge de la collectivité sur la partie prestations sociales, donc charges restées à la collectivité comme tout ce qui est sur le bulletin de salaire et puis tout ce qui va être aussi indemnité voilà, journalière, mais les frais médicaux également. Donc, deux postes, en tout cas, on intervient sur deux domaines. Dans le cadre du contrat d'assurance statutaire, dès lors où il y a un contrat, eh bien, évidemment, on va présenter le recours pour la compagnie statutaire qui aura payé des prestations. Mais vous, voilà, en tant que collectivité ou établissement, vous n'êtes pas forcément assuré sur l'intégralité du bulletin de salaire. Et donc, notre mission, c'est de pouvoir récupérer eh bien, ce qui est resté à votre charge. Et je viendrai sur les prochaines diapos pour vous expliquer un petit peu quels sont les autres postes. Donc, au niveau de l'équipe recours, donc on intervient au niveau pour les collectivités territoriales, mais les établissements aussi hospitaliers pour neutraliser le coût de ces prestations sociales causées par un tiers dès lors où un assureur, en tout cas, est identifié et que l'on peut présenter le recours. Donc, voilà, je reprécise, mais les prestations sociales, hein, vraiment, on est sur tout ce qui va être indemnité journalière, frais médicaux, mais on n'intervient pas pour le préjudice personnel de la victime.
Donc, de toute façon, notre domaine d'intervention donc, est bien énuméré voilà, au niveau de la loi Badinter. Et donc, notre recours voilà, se passe uniquement sur les prestations sociales. Donc, l'objet du recours, donc on intervient, voilà, donc ce que je vous disais en amont, sur des prestations donc couvertes ou non couvertes par un contrat d'assurance statutaire. Donc, quelles sont ces prestations ? Eh bien, voilà, ça va être au niveau du salaire. Si vous êtes assuré que pour le traitement de base, eh bien, on va intervenir, on va pouvoir présenter pour votre compte en tant qu'employeur les indemnités, les primes, indemnités accessoires, une éventuelle franchise aussi que vous pourriez avoir dans le cadre de votre contrat sur lequel vous n'êtes pas indemnisé. Donc, c'est une partie que l'on peut récupérer. Poste qui est important aussi, ce sont les charges patronales. Ça représente une charge assez importante pour vous en tant qu'employeur. Donc, c'est des sommes que l'on récupère. Les frais médicaux si vous n'êtes pas assuré et malheureusement aussi, dans certains cas, un capital décès lorsque la victime vient à décéder suite à un accident causé par un tiers. Donc, globalement, ce qui est important voilà, de retenir sur les risques concernés par le recours contre tiers, eh bien, c'est qu'on peut intervenir sur tout type de risque, assuré ou non assuré. Donc, on va être sur l'accident du trajet, accident, donc ça peut être accident de circulation, ça peut être accident de service avec un véhicule pendant le temps de travail, quelqu'un qui est amené à se déplacer dans le cadre de ses missions professionnelles. Dans le cas d'un accident en service commandé, lorsqu'on est sur DS10, et puis suite à un décès qui peut être dans le cadre du travail, mais aussi dans le cadre de la vie privée. Et puis, on a des accidents de vie privée aussi, donc qui relèvent de l'accident de circulation, mais pas que. On a aussi des situations en responsabilité où on engage un assureur qui assure voilà, donc, la responsabilité civile du tiers qui a causé le sinistre. Donc, on fait aussi des recours sur la maladie ordinaire, la longue maladie, la longue durée. Pour vous donner quelques chiffres un petit peu voilà, et montrer notre expertise au sein de l'équipe, on gère à peu près tous les ans 2500 dossiers. Et sur ces 2500 dossiers, 95% des dossiers sont gérés à l'amiable. Le recours contre tiers existe depuis plus de 30 ans. Donc, on a les compétences en interne voilà, pour le gérer, pour vous accompagner, pour défendre les intérêts des collectivités et des compagnies. Et dès lors où une procédure devient un petit peu plus compliquée, un dossier à l'amiable, et que l'on peine à récupérer les fonds, que ce soit sur le fond ou la forme, enfin voilà, donc quand on est sur soit une date de consolidation qui on va dire, est statuée par la compagnie adverse et qui ne correspond pas forcément à ce que nous, on a de notre côté, eh bien, c'est de négocier et d'engager une procédure judiciaire pour récupérer, on va dire, un maximum dès lors où c'est justifié, puisque avant de soumettre de toute façon et d'engager une procédure judiciaire, on demande évidemment à notre avocat d'étudier le dossier et de s'assurer de pouvoir récupérer, on va dire, les fonds qui seront présentés. Et dernier chiffre voilà, à vous communiquer, c'est qu'en 2021, on a reversé 8,3 millions. Donc, sur ces 8,3 millions, c'est 45% qui sont revenus, on va dire, à nos clients qui ont un contrat d'assurance statutaire, mais pas que, puisqu'on a des clients qui ont aussi des personnes avec une convention. Voilà, donc on a reversé voilà, sur ces 8,3 millions, 45% pour nos clients. Donc, vous voyez que ce sont des sommes aussi assez importantes et donc le recours permet de neutraliser en tout cas ou de réduire le coût des absences que votre structure subit. Je vous ai mis quelques exemples là d'accidents, on va dire, impliquant des tiers. Alors évidemment, dans la majorité des cas, on est sur des accidents de circulation. Donc 83% des dossiers que l'on a en gestion sont des accidents de circulation. Mais on a aussi des accidents en responsabilité civile, accidents dus à un élément matériel, une société de travaux qui n'a pas protégé une zone, par exemple, un accident de sport comme l'accident de ski. Il y a des règles voilà, sur les pistes de ski où on a des agents qui sont blessés. On a des blessures par animal. Un animal, alors pas sauvage évidemment, mais un animal qui s'est échappé d'un enclos, un animal, un chien qui s'est échappé de sa propriété, qui a pu mordre en tout cas l'agent qui se rendait au travail. On a des blessures aussi causées par des enfants mineurs. Alors,
volontaire ou involontaire. Donc là, ce qui est important aussi de savoir, c'est que même si c'est un fait volontaire, dès lors où l'enfant est mineur, on peut engager une procédure de recours. Il n'y a pas besoin de porter plainte, pas besoin de se fâcher non plus. Des fois, quand on est sur les enfants mineurs, on est plutôt là face à des ATSEM qui sont blessés par des enfants et ce sont des fois souvent des faits involontaires. Et donc, la responsabilité civile des parents est là pour couvrir ce type de dommages. Erreurs médicales, on a quelques dossiers où c'est des erreurs médicales et puis des accidents plus graves qui entraînent le décès de l'assuré. Donc, ce qui est important à retenir aussi, et ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a 10 ans pour engager une procédure de recours à compter de la date de consolidation de la victime. Donc, ça laisse du temps si toutefois, voilà, on se dit, ah, mais j'avais un dossier, je ne l'ai pas identifié ou on n'a pas engagé de recours. On a un délai assez long pour engager une procédure de recours puisque c'est 10 ans et c'est à compter de la date de consolidation et pas à partir de la date de survenance. Un autre chiffre aussi que je voulais vous communiquer, voilà, pour un dossier moyen, généralement de recours contre tiers, c'est quand même 8 000 €. Donc, vous pouvez voilà, constater par vous-même que les montants sont assez importants et peuvent représenter, en tout cas, dans vos budgets, une part importante et de récupérer, en tout cas, ce qui reste à votre charge. Dans la seconde phase, après, dans la détection, pour revenir sur tout ce qui est détection, dans le cadre de l'accident du travail, on va dire que c'est plus facile d'identifier qu'un tiers est identifié puisqu'il y a une déclaration faite par l'agent, il y a une enquête administrative. Donc, avec ces éléments-là, vous avez, et nous, si on reçoit en tout cas la déclaration, la possibilité d'identifier un tiers et d'engager donc rapidement une procédure de recours. Par contre, dans le cadre de la responsabilité civile et dans le cadre de la vie privée surtout, eh bien, on n'a pas toutes ces circonstances. Donc, du coup, on a créé différents supports pour lesquels qui sont mis à votre disposition pour sensibiliser vos agents, pour les inciter à vous informer de l'implication d'un tiers. Donc, on a une fiche d'information qui détaille un petit peu plus ce qu'est le recours, quelles sont les obligations de l'agent dès lors où on est victime d'un recours, enfin d'un accident causé par un tiers. Et puis, on propose aussi un courrier type qui permet de poser une question pour un agent qui va être, par exemple, en arrêt maladie depuis 30 jours, de lui poser la question de savoir si son arrêt fait suite à l'implication d'un tiers. Donc, évidemment, lui, on n'a pas à savoir la pathologie, ça ne rentre pas, en tout cas, dans les données, on va dire, à avoir, surtout que là, on est dans le cadre du respect du secret médical. Mais dans le cadre du recours, voilà, de maladie ordinaire, on peut poser cette question de savoir si l'arrêt fait suite à l'implication d'un tiers. Donc, c'est un courrier que l'on peut joindre avec la fiche qu'on met à disposition. Et puis après, on a créé aussi une affiche qui peut être mise aussi dans un lieu de passage ou dans un journal interne, voilà, donc ou sur un site intranet que vous avez au sein de votre structure. Donc, on met à disposition, voilà, de nos clients différents supports pour tenter de détecter tout ce qui va être accident dans le cadre de la vie privée pour lesquels on n'a pas forcément les informations ou les agents ne vous informent pas systématiquement. Et puis, dernier point aussi important que je voulais vous dire, c'est que en tant que collectivité ou établissement, vous êtes amené des fois à recevoir des documents qui sont importants dans le cadre des recours, comme une demande de production de créance. Donc là, c'est un courrier d'une compagnie d'assurance qui vous demande de produire une créance. Eh bien, il y a un délai de 4 mois pour y répondre. Et si on ne répond pas dans ce délai de 4 mois, il y a une force exclusion qui va être opposée. Et ça veut dire que on ne pourra rien récupérer, ni pour le compte de la collectivité, ni pour le compte de la compagnie. Donc, il est important d'agir rapidement et de le transmettre rapidement au service recours, en tout cas aux personnes qui peuvent gérer ce type de dossier, puisque, comme vous voyez, il y a un délai assez court. Si vous êtes amené à être informé ou vous recevez un document d'une assignation, une citation pour une audience, donc là, c'est qu'une procédure judiciaire est engagée, donc parce que la procédure judiciaire peut être aussi engagée par la victime, donc par votre agent directement, et bien 48 heures avant cette audience, on doit présenter le montant de notre créance. Si on ne le fait pas, c'est pareil, on aura une forclusion qui nous sera opposée. Et puis, le dernier document aussi, donc c'est dès lors où il y a une expertise médicale judiciaire. Donc, on a 4 semaines. Donc, une fois qu'il y a un pré-rapport qui est déposé suite à cette expertise médicale, eh bien, on a 4 semaines pour émettre des dires si nous ne partageons pas le point de vue du médecin, sachant que là, ce ne sont pas nos équipes, ce sont des dossiers qu'on soumet à nos médecins conseils. Donc, si on n'est pas en phase, eh bien, à ce moment-là, il faudra réagir assez rapidement.
Donc, voilà ce que je voulais vous donner comme information sur le recours. N'hésitez pas si vous avez des questions, je pourrai y répondre par la suite. Et je vais passer la parole à Raphaël. Oui, merci Christelle. Eh bien, nous allons évoquer ensemble le bénéfice de la clôture des événements. En fait, le fait de pouvoir récolter et de renseigner la date de reprise d'un agent suite à un arrêt, et ce, quelle que soit la nature de l'arrêt. Donc, en premier lieu, elle contribue à optimiser la gestion de vos dossiers, ainsi qu'à répondre à vos obligations dans le cadre de l'alimentation de la Banque nationale de données, la BND, pour les CITIS ou maladies professionnelles. D'ailleurs, pour mémoire, je crois que mes collègues l'ont évoqué tout à l'heure, dans le cadre du CITIS, vos agents ont l'obligation de vous transmettre un certificat final de guérison ou de consolidation. Ensuite, voilà, vos données d'absentéisme sont complètement à jour et donc plus fiables et surtout plus proches de votre sinistralité. Enfin, le fait de renseigner cette date de reprise améliore la vision financière de votre contrat d'assurance auprès de la compagnie. Effectivement, l'assureur ou le porteur du risque doit faire figurer au passif de son bilan une somme que l'on appelle provision mathématique. Cette provision doit être calculée pour chaque agent en arrêt de travail. Tant qu'il n'a pas repris son activité, cette provision doit être calculée. En fait, elle représente la somme qui est nécessaire pour que l'assureur doit mettre de côté pour assurer le paiement de la totalité des engagements nés d'un sinistre. Cette provision, au final, représente la projection future des prestations qui vous seront versées pour un agent en arrêt jusqu'à sa reprise. Donc, vous voyez qu'il est très important dans ce cadre-là de renseigner le plus rapidement possible cette date de reprise pour que ce soit le meilleur reflet de la réalité de votre absentéisme et auprès de la compagnie d'assurance et qu'elle ait une vision claire et au plus juste de votre absentéisme. Donc voilà, c'était cette notion qu'on voulait aussi évoquer avec vous aujourd'hui dans des bénéfices indirects au regard du compte de résultat de votre collectivité par rapport au contrat d'assurance statutaire. Très bien, merci à vous trois pour cette présentation. Donc je précise, et je n'ai pas précisé tout à l'heure, que le support vous sera également envoyé dans le mail qui suivra ce webinaire. Donc je vous propose de prendre un petit temps maintenant pour répondre aux questions. Alors, je commence à douter qu'on réponde à toutes les questions parce qu'il y a énormément de questions et on vous en remercie. Ça montre aussi que le sujet est un sujet qui suscite beaucoup de débats et beaucoup d'interrogations. Donc, on peut peut-être commencer par une série de questions sur la prise en charge des moyens de transport lorsque le contrôle se fait au cabinet du médecin. Oui, alors j'ai parcouru les questions et donc il y a différentes thématiques qui se regroupent. Donc je vais essayer en effet de regrouper les thématiques les plus qui reviennent le plus souvent. Et après, pour tout ce qui est les cas particuliers, honnêtement, je pense qu'on fera plutôt une réponse par mail parce que vous avez beaucoup exposé de cas très, très spécifiques. Donc, concernant la prise en charge des frais de transport, donc dans le cas des expertises et dans le cas des contre-visites, en effet, à partir du moment où l'examen est pris en charge au titre du contrat, les frais de transport sont pris en charge. Donc, avec les convocations, on transmet un formulaire de demande de remboursement que votre agent nous retourne, accompagné d'un RIB et de la photocopie de sa carte grise. Après, il peut également nous transmettre des justificatifs de transport en commun.
également, train, bus, tram, tout ça. Et on peut également valider la prise en charge dans des cas particuliers, la prise en charge d'un taxi ou d'un VSL, au cas où l'agent n'ait aucun moyen de se déplacer par lui-même ou a des difficultés physiques à se déplacer. Par contre, pour cette condition particulière, on validera la prise en charge en amont du rendez-vous d'expertise, voilà, pour éviter que systématiquement l'agent prenne un taxi alors qu'il n'y a pas forcément de raison pour ça. J'ai vu aussi pas mal de questions sur la réalisation des expertises en maladie. Donc en effet, nous, au niveau de Sofacis, on va prendre en charge les expertises uniquement sur les risques accidents du travail, maladies professionnelles. Pour les risques maladies ordinaires, on ne réalise que les contre-visites. Et pour les risques accidents de travail, donc maladies professionnelles, donc les expertises sont réalisées sur voilà, les sinistres qui sont indemnisés au niveau de votre contrat. Qu'est-ce que j'avais vu aussi? J'avais une question aussi sur l'envoi, sur l'avis du médecin agréé à l'agent directement. Alors, donc, dans le cadre de la contre-visite, le médecin contrôleur donne à l'agent le jour de la visite l'avis sur lequel il a noté sa réponse. Par contre, ça ne vaut pas un avis de reprise. Hein, c'est bien à vous de lui demander de reprendre son travail, hein, malgré tout. Par contre, en expertise, le médecin ne donnera pas ses conclusions le jour de l'examen, hein, puisqu'il y a toute une réflexion ensuite sur le dossier, l'étude des pièces. Donc, le médecin va rédiger ses conclusions a posteriori. Donc, du coup, ce sera à vous de les communiquer obligatoirement à votre agent. Qu'est-ce que j'avais vu comme question? Parce qu'il y en a beaucoup, en fait. Alors, moi, j'ai noté des questions autour de l'ASA, en fait. Est-ce qu'on peut contrôler des personnes qui sont en ASA? Alors, techniquement, elles sont pas en arrêt de travail. Donc, le contrôle médical n'est pas la solution à ce niveau-là. Donc, malheureusement, on ne peut pas mettre en place de contre-visite sur ce type de... sur ces ASA, en fait. Donc, il y a un ensemble de questions aussi sur le réseau des médecins experts. Alors, qui y sont, tout d'abord, peut-être préciser quelles sont les listes, en fait, de médecins sur lesquels on s'appuie, et puis aussi, est-ce qu'on sait mesurer les résultats de leurs conclusions également? Beaucoup de remarques ou de sollicitations sur le fait que il peut y avoir des médecins qui ne vont pas déjuger l'avis d'autres médecins, ou que c'est toujours le même médecin qui contrôle, qui fait les contrôles, donc qui enlève le côté dissuasif. Là, ça fait beaucoup de questions, Régis. Il va falloir que je me souvienne de tout, ça ne va pas être évident. Alors, donc, du coup, notre réseau de médecins agréés, donc comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont les médecins qui sont enregistrés auprès des agences régionales de santé de chaque département. Donc, c'est les médecins que vous utilisez également, vous, quand vous allez faire des expertises de votre côté. Ce sont les listes qui sont délivrées tous les ans par les agences régionales de santé et que nous mettons à jour. Ensuite, concernant les résultats des médecins, alors il y a une différence entre les résultats sur les expertises sur lequel on voit un taux de réussite qui est beaucoup plus important parce que voilà, en termes il y a des résultats de non-imputabilité, il y a des résultats de changement de risque, de reprise de l'agent. Donc, on est plutôt sur un taux de réussite de 41% sur les expertises. En ce qui concerne les contre-visites, il faut se rendre compte qu'on est quand même sur des arrêts qui sont en règle générale de courte durée. Donc, on est sur un taux de réussite qui est de l'ordre de 5%, d'arrêt non médicalement justifié. Alors, je vais répondre sur le fait que les médecins ne se jugent pas entre eux.
Il n'y a pas que ça. Nous, on fait confiance aux médecins et à leur esprit de déontologie. En règle générale, lors des arrêts de courte durée, on positionne les contrôles médicaux souvent à la fin de l'arrêt, parce que tout simplement, il faut le temps aussi de convoquer l'agent. Donc, le médecin, quelquefois, va pouvoir rendre un arrêt d'avis justifié parce que l'agent va reprendre le lendemain ou le surlendemain et par contre lui préciser ok, l'arrêt est justifié jusqu'à la fin. Par contre, vous reprenez lundi et vous ne présentez pas de prolongation. Si toutefois il présente une prolongation, vous pouvez tout à fait refaire une demande de contrôle. Maintenant, le médecin ne reviendra pas sur l'antériorité de l'arrêt prescrit, mais il ne s'agit pas de juger du coup la prescription de l'arrêt du médecin traitant, simplement de dire que l'état de l'agent s'est amélioré et permet aujourd'hui la reprise. Donc, on ne revient pas sur le fait qu'il y a eu nécessité d'un arrêt à un moment donné. Simplement, l'état de l'agent a pu s'améliorer plus rapidement que ce que le médecin prescripteur avait prévu. Voilà. Mais c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'on est quand même sur une efficacité de la politique de contrôle médical à moyen terme parce que elle va plutôt se jouer sur les prolongations, sur la présentation de prolongations plutôt que sur des avis de reprise anticipés. Parce qu'encore une fois, sur des arrêts de courte durée, c'est pas toujours évident. Donc pour le médecin, et puis il faut pas oublier que le médecin contrôleur, il a un agent en face de lui, donc l'agent va lui exposer son cas, va lui expliquer. Donc voilà, on n'a pas tous les éléments. Du coup, on n'est pas médecin nous-mêmes, on ne connaît pas la pathologie, on ne connaît pas le contexte. Donc quelquefois, on peut être sûr à 100% que l'arrêt n'est pas justifié, mais en attendant, on n'a quand même pas tous les éléments contextuels, donc c'est pas évident de déterminer si réellement c'est justifié ou pas. J'avais vu une question d'ailleurs là-dessus, sur le fait qu'un médecin de prévention disait que c'était pas à la collectivité de prescrire des contrôles médicaux parce que justement ils n'étaient pas médecins. Justement, rien à voir étant donné que la collectivité s'appuie sur nous pour mandater un médecin. Donc c'est pas la collectivité ou nous qui faisons le contrôle, c'est bien un médecin contrôleur qui de plus est agréé par l'ARS. Donc vous avez tout à fait le droit de mettre en place des contrôles médicaux, c'est inscrit dans les textes, l'agent a le droit de positionner des arrêts de travail et vous avez le droit de mettre en place des contrôles. Donc le médecin de prévention n'a pas du tout à vous faire ce genre de réponse et vous êtes tout à fait dans votre droit de mandater ces médecins contrôleurs qui sont tout à fait légitimes à réaliser ces contrôles médicaux. Je ne sais pas, Régis, si tu avais vu d'autres. Je vous propose une dernière question sur le contrôle médical. Alors, je comprends la frustration que ça peut entraîner ma phrase pour tous ceux qui n'ont pas eu les réponses à leurs questions. Encore une fois, on s'engage à vous répondre par écrit à ces questions. Sur les politiques en tant que telles, le contrôle médical, question, est-ce qu'il faut passer par l'autorité délibérante ou par le CT, enfin bientôt CST? Normalement, voilà, il faut quand même que ce soit quelque chose qui soit validé par les élus pour asseoir la démarche. Donc, c'est quand même mieux, voilà, de passer par les élus pour entériner la démarche. Et si je peux me permettre, il y a une question qui est double et qui concerne et le contrôle médical et le recours, où c'est de dire, mais voilà, si le risque n'est pas assuré, est-ce qu'on peut le mettre en place? Voilà, donc en effet, dans le cadre que ce soit aussi bien pour le recours que le contrôle médical, voilà, donc les deux, le recours, c'est pareil, il y avait cette question. Et on peut le mettre en place par le biais de conventions, donc dès lors où voilà, le risque n'est pas assuré, comme la maladie ordinaire, ou même voilà, vous n'êtes plus assuré, on ne sait jamais, ou pas. Ou, voilà. Donc en tout cas, on peut proposer des conventions dès lors où on n'est pas sur un risque assuré dans le cadre du recours également. Très bien, eh ben, merci à vous trois en tout cas pour toutes ces précisions. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé au webinaire et qui nous ont posé des questions qui, encore une fois, sont très nombreuses. Donc, vous recevrez dans les prochains jours un mail avec le replay du webinaire, la réponse aux questions qui nous ont été posées, ainsi que le support qu'on vous a présenté. Et vous aurez aussi un lien vers un article de blog qui viendra résumer un petit peu tout ça.
Merci beaucoup à toutes et à tous et je vous donne rendez-vous au mois de novembre, le 17 novembre, si je ne me trompe pas, où nous aborderons le sujet du handicap invisible et l'intérêt pour les personnels ayant un handicap invisible de se faire reconnaître en tant que travailleurs handicapés. Merci à vous, bon après-midi, bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir.